Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien le diaporama? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez tous le diapo? Ah, top, Oui, super. Hop. Son, image, ok. Bon, nickel. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Donc là, déjà, quelques petites règles, consignes par rapport à ce webinaire. Donc vous avez possibilité de poser des questions via le chat, mais on y répondra seulement en fin de webinaire. Au niveau des semaines de l'évolution professionnelle, pour faire un petit rappel, elles se déroulent du coup du 6 au 10 octobre. C'est l'APEC et Avenir Actif, donc opérateur du conseil en évolution professionnelle des salariés du privé et indépendant, qui les organisent et qui sont en association également avec les partenaires régionaux et nationaux. C'est un événement qui est 100% digital, gratuit et accessible à tous. Qui place, comme son nom l'indique, l'évolution professionnelle au cœur d'un programme qui se répartit sur 75 différentes thématiques. Donc moi, je suis Sonia Cardin, coordinatrice pédagogique pour Avenir Actif Grand Est. Et aujourd'hui, je suis accompagnée du coup de Dimitri. Je te laisse te présenter. Oui, merci Céline. Bonjour à toutes et à tous. Dimitri Noël, donc. Je suis chargé de projet CEP à Transition Pro, alors plus précisément Transition Pro Grand Est. Je suis ravi d'être avec vous et puis j'espère que ce webinaire sur la thématique des métiers de demain vous donnera des clés de lecture sur les perspectives d'emploi que pourrait nous offrir l'avenir. Donc, comme le disait Dimitri, donc aujourd'hui, on se retrouve sur la thématique je souhaite en savoir plus sur les métiers de demain. On va aborder quels sont les changements majeurs qui mènent à s'interroger sur les métiers de demain, les perspectives professionnelles dans un monde qui bouge, les métiers de demain et enfin les outils pour m'accompagner dans mon évolution ou transition professionnelle. Tout d'abord, par rapport aux changements internes à l'entreprise, ils sont divers. Il peut y avoir la crise économique, des changements internes, un licenciement pour inaptitude, des conditions de travail dégradées, des emplois fragilisés, le rachat ou la fusion de son entreprise, de nouvelles prestations, offres de services, de nouveaux rythmes du travail, une réorganisation ou encore une concurrence accrue. Ah, Dimitri, c'est à toi. Oui, merci. Effectivement, on peut trouver différents facteurs qui amènent à s'interroger sur son emploi, son métier, et peut-être ouvrir effectivement une réflexion sur de nouvelles perspectives. Donc on peut avoir autant des besoins qui sont liés à la sphère personnelle, avec des attentes en termes de sens, que ce soit au travail, mais dans sa vie de manière plus globale, de se sentir plus aligné avec ses centres d'intérêt, ses passions, d'accroître le sentiment d'être utile et de contribuer entre guillemets au monde de la manière qu'on le souhaite. On peut aussi rechercher une forme d'autonomie, d'indépendance, et pour cela envisager de créer ou de reprendre une entreprise. On peut tout simplement aussi avoir pour objectif d'augmenter son niveau de rémunération, d'avoir encore une fois, plus de souplesse dans l'organisation de son temps de travail. Et puis, les parcours de vie aussi connaissent des aléas, donc il peut y avoir des contraintes qui peuvent être liées à la santé ou des nouveaux événements dans la sphère familiale. On sait que, par exemple, la naissance d'un enfant, une séparation, alors, on peut avoir des événements heureux comme des événements plus délicats, mais ça peut être des déclencheurs de réflexion et d'envie nouvelle sur le plan professionnel.
Et ça peut conduire effectivement aussi à des envies de reconversion, de changement de métier, de bifurcation, pour donner une nouvelle orientation à sa vie professionnelle. Comment dire, avoir à rebondir sur le marché du travail, hein, quand par exemple on est confronté à des situations de santé qui peuvent conduire à devoir changer de métier, à vouloir aussi parfois reconfigurer la place du travail dans sa vie pour avoir encore une fois peut-être un rythme moins intense et être plus présent pour sa famille, ou tout simplement des envies de découvrir de nouvelles choses. Donc il y a une multiplicité de facteurs qui peuvent conduire déjà à une phase d'interrogation et de réflexion sur ce qu'on veut faire pour l'avenir. Et Soline, si tu peux passer sur la slide Oui. suivante. Voilà, on apporte quelques éclairages aussi sur les changements majeurs qui peuvent mener à une reconversion. Donc là, c'est des données qui sont issues de l'Observatoire national des transitions professionnelles. Donc c'est un site que vous pouvez aussi aller consulter par vous-même. Et en fait, on y trouve des données statistiques. Là, en l'occurrence, le graphique que vous avez sous les yeux, c'est des données qui correspondent à des personnes qui se sont reconverties et qui sont sorties de formation l'année dernière. Donc, les données sont très récentes. Et on voit par rapport aux facteurs que j'évoquais juste avant que, par exemple, le fait de vouloir comment dire, changer de métier parce que son ancien métier ne correspond plus, ne plaît plus, ou pour réaliser le métier de vos rêves, ça reste dans les facteurs les plus cités, les plus importants, hein, c'est ceux qui sont en bout de graphique. Alors, vous voyez les autres motifs potentiels, mais c'est généralement effectivement plutôt des motifs liés à des attentes individuelles fortes, à des projets qu'on a envie de concrétiser. Et la droite que vous voyez qui traverse tout le graphique en bleu, c'est les situations où les individus ont évoqué des problématiques liées à leur état de santé. Donc, on voit qu'il y a aussi un facteur qui peut être croisé avec l'ensemble des motifs qui figurent sur ce schéma et qui peuvent être aussi concomitants en fait, c'est-à-dire le fait de rencontrer aussi parfois quelques problématiques de santé plus ou moins importantes sont cités, c'est un facteur qui est cité très fréquemment aussi et qui amène les individus vers des reconversions. Ah, Soline, il faut que tu réactives ton micro, je crois. Effectivement, ça fonctionne mieux avec le micro. Du coup, je disais par rapport aux perspectives professionnelles dans un monde qui bouge, on y retrouve la transition écologique et énergétique, la transition démographique et sociale et les innovations technologiques. Par rapport à la transition écologique, il y a des perspectives au niveau de la gestion des déchets, du recyclage, de la décarbonisation, de l'alimentation durable traçable, des technologies vertes, de l'hydrogène, l'équipement agricole ou encore les bâtiments innovants et la ville durable. Au niveau de la transition démographique et sociale qui a deux causes. D'une part, l'allongement de la durée de vie qui augmente le nombre des personnes âgées, mais aussi la faible natalité dans la période récente qui a fait diminuer la part des jeunes. On peut retrouver également donc, des perspectives au niveau de l'éducation, de la santé, de la silver economy et du marché du travail, du service à la personne, du logement et des transports, de l'industrie culturelle et créative. Et enfin, au niveau des innovations technologiques, chose dont on parle beaucoup en ce moment avec ChatGPT, donc notamment l'intelligence artificielle, la robotisation, big data, santé numérique, blockchain et également donc la recherche et le développement. Je garde un œil sur le chat. Effectivement, si le support est peu lisible, n'hésitez pas à passer en mode plein écran, hein. Vous avez un petit bouton juste à côté du bouton de volume qui permet de passer le webinaire en mode plein écran. Et à partir de là, vous aurez probablement une meilleure visibilité sur le support.
Je rebondis donc à la suite de Soline sur ce qui vient d'être évoqué. Effectivement, aujourd'hui, dans les mutations en cours de l'environnement socio-économique, on avait dans la diapo précédente les 3 grandes transitions en cours actuellement et qui posent des enjeux de transformation à la fois des métiers et du marché de l'emploi, la transition écologique, la transition démographique et la transition technologique, entre guillemets, en particulier numérique, avec l'apparition de l'IA. J'ai cru voir qu'il y avait un baromètre, justement, qui a été produit par le service Mon conseiller en évolution professionnelle Avenir Actif, qui montrait qu'effectivement, une des préoccupations majeures des individus pouvant, selon eux, causer des grandes transformations et les amenant à s'interroger sur leur métier, était essentiellement en priorité liée à la transition numérique, à l'apparition de l'IA. Et aussi, je crois que le chiffre était de l'ordre de 28% des individus interrogés, la question de la transition écologique. Mais c'est majoritairement la transition technologique numérique qui est évoquée comme quelque chose qui interroge les métiers. Alors, on a des études justement qui permettent aujourd'hui de se projeter et d'avoir une meilleure vision sur les métiers qui potentiellement peuvent émerger et peuvent être porteurs, c'est-à-dire peuvent être en attente, en besoin de compétences, notamment une étude sur les métiers dits émergents qui a été réalisée par France Compétences. C'est ce que vous avez à l'écran. Donc là, c'est une manière en fait de se projeter, de se dire voilà les métiers qui aujourd'hui et demain vont prendre de plus en plus de place sur le marché de l'emploi. Donc on est sur des métiers qui sont par exemple liés encore une fois à la transition écologique, la décarbonation de l'industrie, la production, l'entretien des véhicules électriques et hybrides, le nucléaire, si on veut parler aussi de transition écologique, mais aussi de transition énergétique, des enjeux autour de l'alimentation, alimentation saine, durable, traçable, des métiers culturels et créatifs, ce qui touche aussi au milieu pharmaceutique, notamment avec la production de biomédicaments et de dispositifs médicaux. C'est aussi des enjeux qui sont liés à la transition démographique et plus précisément au vieillissement de la population en France. Voilà, vous pouvez retrouver effectivement le rapport de France Compétences sur les métiers en particulière émergence pour 2025 et à l'avenir. Par rapport aux métiers qu'on appelle dits émergents, il y en a 16 en 2025 dans le bâtiment, l'environnement, l'industrie SI et l'électronique. Au niveau du bâtiment, on y retrouve ouvrier de construction modulaire, expert en digitalisation et exploitation des bâtiments. On en retrouve davantage au niveau de l'environnement avec développeur blockchain, responsable Green IT, responsable de développement industriel en bioproduction, technicien valoriste du réemploi, technicien de maintenance de batteries de véhicules électriques, parce que c'est vrai qu'il y a davantage de véhicules électriques de nos jours, contrôleur technique qualité des installations des énergies décarbonées. Et un peu moins, mais quand même, au niveau de l'industrie SI et électronique, on y retrouve Product Builder No Code, responsable de développement industriel en bioproduction, clerc gestionnaire, donc transition numérique, et intervenant médico-technique à domicile. Donc on voit qu'il y a quand même davantage de postes et de métiers au niveau de l'environnement, parce que c'est quelque chose qui est quand même au centre de nos préoccupations, surtout ces dernières années et pour les années à venir. Un peu moins au niveau du bâtiment et de façon intermédiaire, un petit peu quand même au niveau de l'industrie SI et électronique. Alors je rebondis aussi sur des éléments qui sont dans le chat. Effectivement, là, dans l'immédiat, on essaie de croiser à la fois des grands secteurs qui peuvent être, offrir des perspectives d'emploi. On essaie là, avec ce que Soline vient de présenter, de rentrer plutôt dans le détail des métiers, plus précisément, qui peuvent être porteurs, au-delà des secteurs d'activité.
La liste est très très longue, donc ça reste une sélection en top, hein, le top, les 16 métiers dits émergents. On vous invite effectivement à aller approfondir dans les rapports France Compétences et on va apporter d'autres éléments d'éclairage là tout de suite qui vont permettre d'y voir plus clair sur la nature des métiers qui sont concernés. Il y a effectivement des remarques qui peuvent, voilà, qui interrogent sur est-ce qu'on n'est pas sur des métiers qui sont très qualifiés et qui sont très très ciblés. Alors on verra justement dans les slides qui suivent que ce n'est pas nécessairement que des métiers très qualifiés. Là, dans les tops, on va avoir des éléments effectivement qui supposent de la formation, clairement. Et on sait que les besoins en formation vont croître. Je rebondis aussi très rapidement sur une remarque par rapport au secteur culturel et production de contenu. En fait, hein, c'est lié au fait qu'il y a une accélération des productions de contenu, notamment avec toutes les offres, par exemple, de streaming, qui imposent un rythme assez conséquent sur les productions, notamment des productions audiovisuelles, par exemple. Hein, ce n'est qu'un exemple. Mais c'est aussi cette évolution-là où il y a de plus en plus d'offres et aussi beaucoup de demandes qui conduit à des productions, notamment productions culturelles de plus en plus importantes. Voilà, c'est pour essayer de rebondir rapidement sur les différents éléments qui sont, que je relève dans le chat. Je crois qu'on peut passer sur la slide qui suit. Donc, plus précisément par rapport aux métiers qu'on appelle porteurs, c'est des métiers qui ont un fort potentiel de recrutement, qui ont de fortes perspectives d'emploi. Par rapport au rapport de France Stratégie, donc apparemment, non, pardon. Selon le rapport de France Stratégie, d'ici 2030, il y aurait 1 million d'emplois qui seraient créés entre 2019 et 2030, dont 2 tiers dans les services marchands. Donc 410 000 postes de médecins, infirmiers, professions paramédicales, aide à domicile et aides-soignants. 190 000 postes dans les métiers de l'informatique et de la recherche, 135 000 postes d'ouvriers de la manutention, 120 000 postes dans les métiers du bâtiment, dont la moitié de cadres, et enfin 45 000 postes dans les métiers industriels. Ça, c'est les métiers que vous pouvez retrouver dans la source qu'on vous a citée en dessous, suivant donc le rapport dont on parlait de France Stratégie. Je rebondis aussi sur cette slide-là. Alors, juste une réponse à Christelle qui dit qu'elle ne voit pas bien ce qui se passe dans le chat. En fait, vous avez un petit icône message épinglé et avec une petite flèche à côté. Si vous cliquez dessus, ça va replier le message épinglé et à ce moment-là, vous pourrez voir le chat. Je reviens à cette slide-là très rapidement parce que ça peut répondre aux réactions que je vois apparaître dans le chat. Donc effectivement, cette étude sur les métiers en 2030 de France Stratégie et de la DARES, par exemple, considère que certains métiers vont proposer de fortes perspectives. Par exemple, dans certains secteurs, le fait que les besoins augmentent, ça peut être lié au fait qu'il va y avoir beaucoup de départs en fin de carrière. Et par exemple, ça va être le cas pour des métiers comme des métiers d'agents d'entretien, pour des enseignants, pour des conducteurs de véhicules et dans le secteur de la vente. Donc on voit que par exemple, sur ces perspectives-là, on ne va pas nécessairement être que sur des métiers très qualifiés ou qui demandent des formations longues, hein, agents d'entretien, enseignants, effectivement, on est sur des formations plus longues, ou des conducteurs de véhicules et dans la vente, on n'est pas nécessairement sur des métiers qui sont accessibles avec des formations longues. On a une autre catégorie de métiers où là, on est plutôt sur de la création d'emplois. Contrairement à ceux que je viens de citer, on est plutôt sur une problématique de départ en fin de carrière. Et là, on est sur, en gros, dans le scénario qui est proposé par cette étude, un quart des postes à pourvoir correspondrait à des créations d'emplois. Des cadres administratifs, des comptables, des cadres commerciaux, des technico-commerciaux, les aides-soignants, les aides à domicile, les infirmiers, les sages-femmes, des ouvriers dans la manutention, des médecins, des techniciens de maintenance. Donc on voit qu'on est sur des métiers qui sont assez variés
là aussi, si on les regarde avec la clé de lecture, de se dire quel parcours de formation il faut pour y accéder. Et on a une dernière catégorie qui, là, effectivement, est plutôt centrée sur des métiers qui supposent des certifications assez longues, où là, ça va regrouper des ingénieurs dans le champ de l'informatique, des ingénieurs et des cadres dans l'industrie. Et là, on pourrait être plutôt sur des créations d'emplois, pas énormément de départs en fin de carrière, et plutôt des créations de nouveaux postes. Donc c'est pour donner un peu plus de lecture à tout ça et pour rebondir à ce qui a été dit là dans le chat. J'ai vu aussi effectivement une remarque sur le champ culturel. Effectivement, je donnais l'exemple de la création de contenu, mais on sait que c'est un métier qui connaît des tensions, donc à la fois avec plus de production, mais aussi avec des évolutions technologiques qui viennent aussi interroger les métiers, voire transformer les métiers. Voilà, donc vous avez là en visu, alors c'est vrai que la lisibilité n'est pas excellente, mais c'est des éléments que vous pouvez retrouver hein, dans le rapport sur les métiers 2030. Donc on voit par exemple que dans les métiers en plus forte expansion, donc ceux qui proposent de plus en plus d'emplois, on arrive en tête, les métiers d'ingénieur de l'informatique, comme je le précisais avant. Et puis, juste ensuite, on va avoir des métiers qui sont dans le médical et paramédical, infirmier, sage-femme, aide-soignant, comme je l'indiquais. Donc là, vous voyez, ça reprend en fait un panel assez diversifié et encore une fois, qui peut concerner différents niveaux de qualification. Alors, petit éclairage supplémentaire sur là plutôt sur où on va regarder en arrière. Donc là, toujours sur des données issues de l'Observatoire des transitions professionnelles, toujours sur les sortants de formation 2024, donc ceux qui ont opéré une reconversion. Et on voit que ce qui est déjà en train de se passer depuis l'année dernière, c'est qu'on retrouve finalement, on peut croiser ces données avec ce qui vient d'être évoqué. C'est-à-dire qu'on a énormément de reconversion pour des personnes qui ont repris une certification de diplôme d'état d'aide-soignant et qui l'ont obtenu. On a des taux d'obtention qui sont très très forts. Dans la conduite du transport, que ce soit marchandises ou voyageurs, c'est quelque chose qui est très demandé et qui réussit plutôt bien, c'est-à-dire autant en termes d'obtention de la certification que d'accès à l'emploi. Comme on peut avoir aussi, par exemple, des secrétaires assistants médico-sociaux. On parlait de comptabilité dans l'étude des métiers 2030. On a des titres professionnels de gestionnaire de paye dans le champ des ressources humaines. Vous voyez, il y a des choses qui sont assez variées, qui font déjà l'objet d'une demande sociale assez forte et qui correspondent déjà finalement à des métiers qui sont porteurs et qui devraient l'être encore plus à l'avenir. Par rapport toujours aux métiers porteurs, donc là, les métiers qui comptent le plus de postes à pourvoir dans le scénario de référence entre 2019 et 2030, on y retrouve différents postes, différents métiers, donc agent d'entretien, enseignant, aide à domicile, conducteur de véhicule, aide-soignant, cadre des services administratifs, comptables et financiers, cadres commerciaux et technico-commerciaux, infirmiers, sage-femme, ouvrier qualité de la manutention et ingénieur de l'informatique. Donc on peut voir par exemple pour les agents d'entretien que entre 2019 et 2030, il y a environ 90 000, parce qu'il y en aurait 88 000 postes qui seraient à pourvoir chez les agents d'entretien, dont 460 000 dus au départ en fin de carrière et 30 000 aux créations nettes d'emploi. Pareil pour, par exemple, ingénieur de l'informatique, il y aurait 190 000 postes à pourvoir entre 2019 et 2030, 75 000 qui seraient dus au départ en fin de carrière et environ donc 115 000 qui seraient dus à la création nette, à la nette d'emploi.
voilà un petit peu le scénario qui serait à envisager entre 2019 et 2030 par rapport à ces différents métiers. Alors, je vois encore plusieurs réactions effectivement dans le chat. Alors, on vous transmet effectivement dans le temps qu'on a, c'est compliqué de rentrer dans tous les détails. Il y a énormément de questions qui sont très pertinentes et de débats qu'on pourrait avoir pour expliquer notamment les données qu'on donne ici. Je vois des questions par exemple sur le domaine de la rénovation énergétique est-il encore émergent. Effectivement, c'est des besoins qui sont importants. Il y a à la fois des évolutions réglementaires dans le champ de la construction du bâtiment qui impliquent aussi de travailler différemment. Donc, on va avoir énormément de mutations des métiers et notamment liées aux questions de rénovation énergétique. Après, sur les questions par rapport à ce qu'on peut décrire ici, alors il y a des scénarios qui sont posés par la DARES pour pouvoir produire ce type d'éléments. C'est-à-dire que dès le moment où on va chercher à faire de la prospective, c'est-à-dire à essayer de se projeter sur quelle perspective on pourrait rencontrer demain en termes de métiers émergents, on doit partir sur certaines hypothèses, sachant que ces hypothèses, ça reste des hypothèses. C'est-à-dire que dans les hypothèses qui sont posées aujourd'hui, ça va impliquer effectivement le déploiement des nouvelles technologies, les innovations, les évolutions démographiques. Et avec les tendances qu'on connaît aujourd'hui, voilà ce qui ressort. Mais effectivement, on n'est pas à l'abri que des choses changent et qu'en fonction des scénarios, on ne voit pas tout à fait les mêmes, on ne verrait pas nécessairement les mêmes statistiques. Certains demandent effectivement si on peut avoir des données sur les métiers de demain par secteur géographique. Alors oui, c'est le cas. Si vous allez sur le site de la DARES et que vous allez regarder l'étude sur les métiers de demain, il y a des rapports qui sont proposés, mais par secteur géographique. Donc effectivement, ça permet de rentrer un petit peu plus dans le détail. Ce que je disais effectivement sur les BTP, le besoin de main-d'œuvre, c'est pas nécessairement pour la fabrication de nouveaux bâtiments, mais pour de la rénovation, effectivement. Notamment, effectivement, je l'évoquais, par le fait qu'il y a des réglementations qui sont en train d'être posées sur le secteur de la construction neuve ou de la rénovation pour justement répondre à des enjeux énergétiques. Secrétaire médical, alors comme les statistiques que je vous donnais, on a des taux d'insertion dans l'emploi qui restent très forts. Donc finalement, c'est quelque chose qui reste assez porteur, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer effectivement. Voilà, je ne peux pas rebondir sur toutes les questions, mais il y a énormément de choses qui sont intéressantes et pour lesquelles on pourrait apporter des éclairages. Perspective professionnelle dans un monde qui bouge. Voilà, on va avoir des métiers dits porteurs et cadres. Donc là, on est plutôt sur un focus sur des métiers qui sont plutôt des métiers cadres. Là, vous avez une liste de métiers. En tête, on va avoir des comptables, des développeurs, des chargés d'affaires, des conducteurs de travaux. Alors, c'est vrai que certains s'interrogent sur la place que l'IA pourrait prendre. Alors, oui, on pourrait considérer que l'intelligence artificielle peut permettre d'automatiser des tâches. Par contre, on sait que, par exemple, des comptables peuvent avoir des éléments à gérer qui peuvent être très variables, ce qui fait que ça nécessite notamment de prendre en compte des données et ça ne retire pas des données qui peuvent évoluer très rapidement et parfois au dernier moment. Et puis, ce que ça ne retire pas nécessairement au comptable, c'est l'analyse qui pourrait être produite à partir des données comptables. Donc, le fait de devoir ou pouvoir éclairer des stratégies d'entreprise. Ce que l'IA peut faire, mais toute la question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'on veut déléguer totalement des décisions stratégiques d'entreprise à une intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça que le métier de comptable reste un métier porteur, parce qu'il implique non pas que des tâches qui peuvent être automatisées, mais aussi en fait un regard un peu réflexif, analytique sur des données
qui, elles, pourraient être traitées de manière informatique. Mais tout en sachant que l'IA aujourd'hui, il y a des expériences qui le montrent, et pas toujours très fiable, y compris sur des calculs mathématiques relativement simples. Donc on n'en est pas encore à ce stade-là. Après, avec les évolutions de l'IA, oui, ça peut changer. Dans le scénario qui est retenu aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le cas. Toujours sur les métiers dits porteurs et cadres, il y a les métiers qu'on appelle les Formule 1. En fait, donc ça va de la conseillère clientèle en banque, psychologue, chef de rayon, chargé de relations clients, à responsable de bureau d'études ou encore responsable commercial régional. Et en fait, le volume d'offres de ces différents métiers qu'on appelle F1, il a progressé de 15% entre 2023 et 2024, contre moins 16% pardon, pour l'ensemble des offres. On peut voir que pour le métier de conseiller en clientèle en banque, il a augmenté de plus 32%, donc ce qui représente 1640 offres. Pour un médecin de prévention, ça a augmenté de plus 19%, ce qui représente environ 550 offres. Et en fait, ce volume, il représente 5% des offres, de l'ensemble des offres en 2024. Ensuite, quels sont les outils pour m'accompagner dans mon évolution ou ma transition professionnelle? Donc là, on va parler du conseil en évolution professionnelle, qui est un service public gratuit. Hop. Donc, mon conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un service public qui est destiné à tout salarié et indépendant pour pouvoir faire le point en fait sur sa situation professionnelle, et dans le cas échéant, pour élaborer par la suite, formaliser et mettre en œuvre une stratégie qui vise à son évolution pro. C'est un dispositif qui est totalement gratuit, qui est confidentiel, totalement neutre, de proximité, puisque lorsque vous prenez rendez-vous, en fait, ça va vous proposer un rendez-vous sur le site le plus proche de votre domicile, avec également les rendez-vous les plus proches en termes de temps également. Il est totalement personnalisé, puisque finalement, vous êtes accompagné par un conseiller qui va répondre au mieux aux besoins pour lesquels vous le sollicitez. Pour qui? En fait, il y a différents opérateurs suivant le public qui est visé. Donc nous, à Viractif, on est à destination des salariés et indépendants, mais il y a également l'APEC, qui est à destination des cadres, France Travail pour les personnes en situation de qui sont demandeurs d'emploi, pardon, l'Union nationale des missions locales pour les moins de 26 ans, et Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Au niveau de l'offre de service du conseil en évolution professionnelle, on peut y retrouver différentes choses. On peut y retrouver le fait de pouvoir prendre du recul sur sa situation, s'informer sur les opportunités, évoluer dans son entreprise, se former, valoriser ses compétences et son expérience, parce qu'on peut aussi également vous rediriger sur des bilans de compétences, sur également des VAE, qui sont des prestations complémentaires au CEP. Devenir entrepreneur, changer de métier ou de secteur, trouver un nouvel emploi, ou encore mieux dialoguer avec mon employeur. Ça va permettre en fait aux bénéficiaires de faire leur propre choix professionnel et d'évoluer, notamment par l'accroissement de ses aptitudes, le développement de ses compétences, ou encore l'accès à de nouvelles qualifications professionnelles, si tel est son projet. Comment ça se passe? Déjà, vous avez un premier rendez-vous avec un conseiller pour pouvoir identifier en fait les besoins et définir les objectifs. Bénéficier d'un conseil qui sera adapté à votre demande ou à votre besoin, et les deux également. Obtenir des informations personnalisées utiles à votre projet, suivant si vous cherchez une formation, si vous souhaitez quitter votre emploi et en retrouver un par la suite, ou tout dépend, ou évoluer également au sein de l'entreprise avec une montée en compétences et peut-être une formation correspondante.
Et par la suite, en fait, vous avez la possibilité de mener les démarches en autonomie et si besoin, reprendre rendez-vous pour continuer le parcours. Parce qu'en fait, vous avez un premier niveau en fait, d'accompagnement où en fait, c'est là que le conseiller va pouvoir faire l'analyse de votre besoin. Alors peut-être que c'est un besoin qui devra être accompagné plus longtemps, peut-être que ce sera un besoin ponctuel où en fait vous aurez la réponse directement dès le premier rendez-vous avec les différentes démarches à poursuivre. Et donc c'est pour ça qu'en fait, soit vous les menez en autonomie, soit si besoin, vous pouvez prendre directement rendez-vous à nouveau avec ce conseiller-là pour poursuivre en fait l'accompagnement qui sera en second niveau d'accompagnement. Vous pouvez également donc poursuivre l'accompagnement, comme je le disais, donc avec le conseiller en le sollicitant avec autant de rendez-vous que nécessaire en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc en pratique, donc c'est des rendez-vous qui sont individuels avec un conseiller, que ce soit sur site ou à distance, parce que les différents rendez-vous sont disponibles en plurimodalité, c'est-à-dire que vous pouvez soit être en présentiel, soit à distance, mais donc ça signifie que vous pouvez être soit par rendez-vous téléphonique ou par visio. Tout dépend ce que vous préférez et ce qui est possible pour vous. Il y a également des ateliers collectifs pour bénéficier de dynamiques de groupe. Il y a également des ressources en ligne pour pouvoir avancer à votre rythme, avec des mises en situation professionnelle pour découvrir un secteur. Donc ça, les mises en situation professionnelle, ce qu'on propose en fait des PMSMP, qui sont des périodes de mise en situation en milieu professionnel. En fait, donc c'est des stages, c'est des immersions que vous pouvez réaliser en faisant une demande de convention en fait sur le site Immersion Facile. Vous pouvez également avoir des ressources sur un métier, valider un projet, etc., etc. En fait, ça a pour but en fait de répondre au mieux à la question, aux besoins pour lesquels vous avez recours en fait au CEP. En pratique, c'est également des mises en relation avec des partenaires spécialistes pour pouvoir bénéficier de leur expertise spécifique. Et mon CEP, ça peut être un appui ponctuel ou un accompagnement dans la durée, comme je le disais. Donc soit vous venez pour une demande et vous avez directement les différentes démarches à suivre et vous souhaitez poursuivre en autonomie, ou ça peut être un accompagnement qui peut durer et vous accompagner dans les différentes démarches. Pour pouvoir prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers, en fait, vous allez sur notre site moncep.org. Vous allez sur la rubrique « Je trouve mon conseiller ». C'est là que vous allez pouvoir mettre votre localisation, avec un rayon, 10 km, 20 km, tout dépend sur combien de kilomètres vous êtes prêt à vous déplacer. Vous recherchez, et c'est là qu'en fait, ça va vous proposer les différents sites qui sont à proximité. Vous choisissez un site, et ensuite, ça vous permettra de trouver un conseiller dans les plus proches délais et plus proche proximité. Et enfin, Dimitri. Oui, un mot aussi sur Transition Pro et le réseau des transitions pro. Donc, il y a un réseau national. Si par rapport aux perspectives qu'on a présentées ici, se réveiller en vous l'envie de vous reconvertir lorsque vous êtes salarié dans le secteur privé. Je tenais juste à vous informer, si vous ne le saviez pas déjà, que le réseau Transition Pro propose 3 dispositifs. Alors en réalité 2 dispositifs, mais je vais détailler pourquoi je parle de 3 dispositifs qui sont destinés à cela, donc à concrétiser des projets de reconversion professionnelle, là uniquement, je le précise, pour les salariés du secteur privé. J'ai vu qu'il y avait des questions aussi autour du CEP dans le chat, ça on va y revenir. Donc, 3 dispositifs. Le projet de transition professionnelle, qui est en fait un dispositif qui permet de reprendre une formation certifiante, donc qui délivre un diplôme reconnu et qui permet d'avoir une prise en charge du coût de la formation et un maintien de votre rémunération durant la période de la formation. Donc, le détail de ces dispositifs, dans tous les cas, vous pouvez les retrouver sur le site du réseau des transitions pro. Vous avez l'adresse en bas de la slide.
Vous avez deux déclinaisons, on va dire, du projet de transition professionnelle avec cet acronyme-là que vous voyez au centre de l'écran, qui est un peu étrange, PTP, FIPU et PUR. Donc là, c'est plutôt une déclinaison du dispositif dont je viens de parler, le projet de transition professionnelle, mais destiné à des personnes qui sont soit exposées à de l'usure professionnelle et qui souhaitent accéder à un métier qui va entre guillemets, les extraire de cette exposition à des facteurs d'usure professionnelle, soit des individus qui sont déjà effectivement dans des situations d'usure professionnelle sans nécessairement qu'on en soit au stade d'une reconnaissance de handicap ou d'une reconnaissance d'inaptitude. Ça permet finalement d'avoir des modalités de financement un peu différentes par rapport à un projet de transition professionnelle classique. Donc, on est vraiment sur des déclinaisons du dispositif qui cherchent à anticiper des risques éventuels de rupture ou en tout cas de répondre à des besoins de reconversion pour préserver sa santé. Et puis, on a un dispositif aussi autre là qui a un dispositif à part entière qui est le dispositif d'émission reconversion. C'est un dispositif qui permet en fait de prétendre à l'attribution de votre allocation chômage par France Travail. Donc ça suppose de démissionner de son poste. Ça concerne les salariés en CDI, à partir du moment où vous avez un projet réel et sérieux, soit de reconversion qui nécessite de passer par une étape de formation nécessaire, soit parce que vous avez un projet de création, de reprise d'entreprise. Donc là, ce n'est pas nécessairement un dispositif de financement du projet, notamment de la formation. Ça permet surtout de prétendre à une allocation Pôle emploi, France Travail, alors que vous êtes en situation de démission. Voilà pour ces. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le site internet, il y a plus de détails à ce sujet. Je rebondis rapidement puisqu'il y avait des questions sur le CEP, notamment dans la fonction publique. Alors, il y a des réponses qui sont effectivement très justes des participants sur comment ça fonctionne le CEP quand on travaille dans la fonction publique, à savoir qu'il faut aussi regarder par rapport au type de fonction publique dans lequel vous exercez. Par exemple, si vous êtes dans la fonction publique hospitalière, il y a un organisme dédié qui s'appelle l'ANFH, qui permet effectivement aux personnes qui travaillent dans la fonction publique hospitalière d'être accompagnées avec un service qui est équivalent au conseil en évolution professionnelle. Et effectivement, pour les autres fonctions publiques, j'ai vu certains répondre, parler des centres de gestion. C'est effectivement le cas. Il y a le CNFPT qui peut aussi être de bons conseils pour des reprises de formation, des situations de mobilité. Et vous avez ce qu'on appelle des conseillers mobilité carrière qui peuvent être contactés quand on travaille dans la fonction publique, notamment fonction publique territoriale, et qui peuvent proposer de l'information sur des projets de mobilité ou d'évolution, y compris interne. Il y avait aussi une question sur l'accès au CEP pour les demandeurs d'emploi. Alors, je vous confirme que oui, les demandeurs d'emploi peuvent prétendre au Conseil d'évolution professionnelle. Ça correspond à une des slides que Céline a présentée sur le CEP où on voyait apparaître France Travail, le Conseil en évolution professionnelle pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi est assuré effectivement par les services de France Travail. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, pour revenir sur ce qui était évoqué autour des données et des perspectives de métier, une question de Nathalie qui se demande si la formation est un métier d'avenir. Alors, je l'évoquais, hein, la formation, l'enseignement est considéré entre guillemets comme un métier à perspective, notamment parce que ce sont des domaines qui sont aujourd'hui exposés à beaucoup de départs en retraite. Je regarde si je vois d'autres choses dans les questions qui ont été posées. Il y en a beaucoup.
Il y a une question autour de l'immersion. Est-ce que c'est accessible pour des actifs? Alors, Soline, peut-être que tu sais mieux que moi, je crois que oui. L'immersion, oui, c'est aussi possible pour les actifs. Et en fait, au niveau des périodes de mise en situation de milieu professionnel, donc c'est là que je vous disais, vous pouvez faire la demande sur immersion facile. C'est quelque chose qui est réalisé en dehors du temps de travail, sauf si en fait vous êtes si la direction en fait elle est en accord avec le fait que vous le réalisez sur votre temps de travail. Après, généralement, pour le réaliser en dehors de vos horaires, vous pouvez en fait, généralement les personnes posent des congés et les réalisent sur ces temps-là. Et petite précision aussi, parce que j'ai parlé du site internet pour prendre rendez-vous, mais il y a aussi un numéro de téléphone pour que vous, en fait, vous atterrissez sur notre plateforme téléphonique. Et je vais vous le mettre directement dans le chat. C'est le 09 72 01 02 03. Il y a une question de Raphaël, je vois, sur toujours autour de l'immersion et le fait que ça peut supposer des démarches complexes pour réussir à mettre en œuvre une immersion. Alors effectivement, hein, c'est là où un conseiller en évolution professionnelle peut aussi vous accompagner, vous renseigner, vous donner des conseils et entre guillemets des astuces pour mettre en place des immersions si nécessaire sur la manière de vous rapprocher d'entreprises, la manière de présenter votre démarche. Hein, donc, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables si vous rencontrez ce type de problématiques pour mettre en œuvre une immersion. C'est des choses que les conseillers en évolution professionnelle ils sont équipés, entre guillemets, ils sont outillés pour ce type de démarche. Alors oui, effectivement, le fait de rappeler la question le service du conseil en évolution professionnelle, c'est parce que le service de conseil en évolution professionnelle est là aussi pour accompagner des choix de carrière et que les choix de carrière peuvent se faire avec les éclairages des dynamiques du marché du travail et de l'emploi. Donc ça fait partie du rôle du CEP d'accompagner les actifs dans leur réflexion et dans leur choix de carrière. C'est pour ça qu'on évoque ce service qui peut être un moyen justement de mettre en réflexion tout ce qu'on a évoqué là tout au long de ce webinaire. Ils sont là justement pour proposer un appui sur ce type de démarche et de réflexion. Peut-on entamer des démarches de démission-reconversion en étant en arrêt de travail? La question de Gladys, oui. C'est tout à fait possible, hein, tant que, de toute manière, quand vous êtes en arrêt de travail, vous êtes toujours considéré comme salarié de votre entreprise. Hein. Si vous êtes en congé maladie, pour autant, vous restez salarié de l'entreprise. Donc, c'est tout à fait possible d'entamer des démarches tant que vous restez salarié de l'entreprise. Et effectivement, le dispositif d'émission-reconversion, en fait, pour prétendre à l'allocation de retour à l'emploi de Pôle emploi, il y a un critère qui est très important, c'est qu'il faut avoir travaillé 5 ans en continu. Pas nécessairement pour la même entreprise, mais en tout cas sans interruption. Il y a une question sur l'usure professionnelle. Comment sait-on que l'on est dans une situation d'usure professionnelle et comment le déclarer et le faire reconnaître? Alors, il n'y a pas forcément besoin de le déclarer et de le faire reconnaître. Il y a effectivement des critères qui sont posés. Alors, pour y voir plus clair, parce que, encore une fois, on a peu de temps pour détailler tout ça, vous pouvez effectivement vous rendre sur le site du Transition Pro, soit le site national, ou voire même directement sur le site de votre région. Il y a des déclinaisons des sites des Transitions Pro par région. Donc, si par exemple vous êtes en transition, si vous êtes en Bourgogne-Franche-Comté, il y a un site Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté. Et là, vous allez retrouver des rubriques sur le projet de transition professionnelle FIPU pur, et vous allez voir quels sont les critères qui sont posés comme facteurs d'usure dans son emploi. Donc, à partir du moment où on peut rencontrer ces conditions de travail, c'est ces critères-là qui vont être déterminants.
Je vois une question de Virginie. Ce dispositif ne concerne pas les personnes en recherche d'emploi. Ben, si on parle du dispositif d'émission reconversion, effectivement, c'est destiné à du public salarié. Je continue à regarder les questions. Il y en a beaucoup. Il y a des questions du type, si on travaille dans un secteur porteur type comptabilité, est-ce compliqué de changer de métier et se reconvertir? Alors, la réponse ne sera pas, comment dire, ça peut dépendre surtout finalement de la nature du projet que vous allez viser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de critères pour pouvoir notamment accéder par exemple à la prise en charge de formation qui sont plus liés aux objectifs qu'à la situation de départ. Si j'exclus ce que je viens d'évoquer sur les questions d'usure professionnelle ou de reconnaissance de handicap, qui peuvent, entre guillemets, permettre de gagner des points pour pouvoir accéder à des financements de formation. Et donc, ça peut être, entre guillemets, un avantage pour pouvoir accéder à des financements. Mais en dehors de cette situation, c'est plutôt l'objectif qui est visé, plus que le métier de départ qui serait pris en compte. Alors oui, sur les métiers je vois aussi beaucoup de remarques sur les données. Encore une fois, c'est des données qui sont produites par la DARES, donc ça reste des études qui sont assez vastes, assez larges, qui croisent des données à la fois démographiques, qui croisent aussi justement des rapports entre départ d'emploi, création d'emploi, départ en retraite, création d'emploi, etc. Donc, c'est de l'étude statistique qui est quand même très poussée. Ça peut paraître contre-intuitif par rapport à ce qu'on observe autour de nous, mais souvent, c'est ce que ça produit. C'est-à-dire quand on va sur des études statistiques, on se rend compte que ce qu'on pourrait observer de manière un peu intuitive, finalement, il n'est peut-être pas tant que ça. Et c'est pour ça que ces éclairages un peu stratégiques de la DARES sont importants, parce que ça permet, à partir de données chiffrées, finalement, d'essayer d'avoir une meilleure visibilité sur les dynamiques d'emploi que ce qu'on peut observer, parfois même dans un cercle proche ou sur son territoire, sachant qu'effectivement, la déclinaison des enquêtes, de cette enquête de la DARES par secteur géographique, peut donner certaines variations en termes de dynamique d'emploi, parce qu'on peut avoir des besoins selon les territoires qui sont différents en fonction de l'activité économique de chaque territoire. Je regarde encore s'il y a des questions, puisqu'on a encore un peu de temps. Alors, je vois des questions aussi, des critères de sélection pour être éligible au dispositif projet de transition professionnelle. Oui, il y a une question d'éligibilité, c'est-à-dire que vous avez le projet de transition professionnelle est accessible aux personnes qui travaillent dans le secteur privé, quelle que soit la nature de leur contrat. Par contre, il faut être en cours de contrat, que ce soit en CDI, en CDD, par exemple. Et par exemple, pour les salariés en CDI, il faut être depuis 12 mois minimum dans l'entreprise qui vous emploie en CDI aujourd'hui, et il faut avoir travaillé au cours de sa vie 24 mois minimum, peu importe la nature des contrats, et pas nécessairement dans la même entreprise. Là aussi, pour les critères, je fais vite parce qu'on a peu de temps et que ce n'était pas l'objet premier de ce webinaire. Pour les critères, vous pouvez aller consulter les sites Transition Pro si nécessaire. Vous y trouverez toute la documentation, les critères d'éligibilité, etc., etc. Peut-on mettre en place un PTP après une démission reconversion? Alors, en théorie, non, puisque il faut être en contrat, comme je viens de l'évoquer, pour pouvoir être éligible au projet de transition professionnelle. Si vous sortez d'une démission reconversion et que vous êtes encore inscrit en tant que demandeur d'emploi à France Travail,
vous ne pourrez pas mettre en place le projet de transition professionnelle. Ça supposerait de retrouver un contrat de travail dans le secteur privé pour pouvoir ensuite prétendre à une demande de projet de transition professionnelle. Il y avait une question que j'avais vue aussi qui était intéressante, c'est-à-dire est-ce que les données qu'on a présentées sur les perspectives, que ce soit de métiers porteurs ou de métiers émergents, sont prises en compte, y compris dans des accompagnements d'orientation, y compris pour des publics jeunes. Alors, je n'ai pas l'œil sur ce qui se passe forcément dans tous les services d'orientation jeunes. En théorie, oui, j'ai vu des choses et des initiatives qui sont proposées au sein des écoles, entre guillemets, pour éclairer sur les perspectives, que ce soit métiers porteurs, métiers émergents. Donc, c'est aussi des éléments qui peuvent être pris en compte, effectivement, pour les parcours d'orientation, plutôt des publics jeunes. Mais après, comme je l'évoque, je dis ça avec des pincettes parce que je ne vois pas toutes les pratiques dans ce champ-là, plutôt dans le champ de la formation continue, donc plutôt auprès des publics adultes. Alors, il y a une question effectivement sur le métier porteur, métier en tension. Alors, c'est deux notions, c'est-à-dire qu'un métier porteur peut aussi être en tension. Par contre, un métier en tension n'est pas forcément un métier considéré comme porteur. Ça veut dire quoi? Un métier en porteur, c'est un métier porteur, pardon, c'est un métier qui a de forts besoins de recrutement. Et le métier en tension, c'est un métier qui a des besoins en recrutement, mais qui a du mal à trouver les candidats. Donc, on peut avoir des métiers qui recrutent beaucoup et pour lesquels ils trouvent des candidats facilement, donc ce n'est pas forcément considéré comme un métier en tension, parce qu'encore une fois, un métier en tension, c'est un métier qui a des difficultés à trouver les candidats pour remplir ses offres. Par contre, le métier en tension, ce n'est pas forcément un métier qui propose une quantité énorme de postes, mais qui rencontre tout de même des difficultés à recruter. C'est ça la distinction entre porteur et tension. Donc, ce qu'on a pu présenter dans les données, on est bien sur des métiers qui restent porteurs, notamment dans les scénarios qui sont posés par la DARES, par France Stratégie, etc., parce que c'est des métiers qui vont avoir de fortes perspectives d'emploi et donc de forts besoins de recrutement. On ne sait pas encore aujourd'hui dire si véritablement, ça dépend des secteurs, il risque ou non d'y avoir des tensions. Il y a déjà des secteurs pour lesquels on sait que c'est en tension. Je peux prendre l'exemple du bâtiment, où justement, effectivement, on a aujourd'hui des besoins, même si c'est un secteur qui se transforme énormément, on l'a déjà évoqué au cours de la rencontre, mais les professionnels du secteur du bâtiment rencontrent des difficultés à recruter dans le secteur. Oui, alors je vois une question d'Yamina sur l'employeur peut-il soutenir son salarié dans un projet PTP FIPU pur? Oui, c'est possible. Il y a même dans le dispositif pur une participation de l'entreprise qui est demandée. Et globalement, les dossiers qu'on a pu traiter, alors je prends l'exemple, je suis situé sur la région Grand Est, on demande une participation de l'entreprise qui généralement est plutôt bien accueillie par l'entreprise, d'autant que la participation finalement ne représente pas pour l'entreprise une enveloppe qui est forcément très importante. Voilà, j'aurais aimé traiter plus de questions et de réactions. Notamment, il y a des interrogations qui sont très, très riches et pertinentes, mais qui nous mèneraient sur des débats qui pourraient durer probablement plusieurs heures, voire plusieurs jours, sauf que là, on arrive à la fin de ce webinaire. Avant de te redonner la parole, Céline, je vais remercier toute l'audience pour nos interactions, pour votre attention. Merci à vous.
Voilà, comme le disait Dimitri, on vous remercie pour votre attention, pour les questions que vous avez pu poser, en espérant qu'on a pu y répondre et que ça correspondait à ce que vous souhaitiez savoir. Voilà. Et ça se termine dans très peu de temps.